La débauche est l'ennemi mortel de la santé, tel nous enseigne un proverbe oriental. Mesdames et messieurs, les 13h, bienvenue à l'édition de la mi-journée sur Canada International. Voici les titres. D'ici 2025, 50% de bébés nés au Cameroun devront être nourris au lait maternel. C'est l'objectif assigné à notre pays par l'Organisation mondiale de la santé. Paul Atangandi, en globetrotter, séjourne à Gado-Badéré dans la région de l'Est où il doit présider la cérémonie de retour dans leur pays de 350 réfugiés centrafricains. Le ministre camerounais de l'administration territoriale a été accueilli par toutes les autorités de la région de l'Est. La ronde de la prise des fonctions des nouveaux préfets continue avec Donatien Oum dans le Kunki, Marie-Sila Vongo dans la Villa, Ernest Samuel Christian Ebele dans le Nyon et Foumou, pour ne citer que cela. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Insécurité au lycée bilingue des Bonnets dans le département du Mungo. Le proviseur a été agressé à l'arme blanche à son domicile avant-hier aux environs de minuit. D'après les sources, il s'agirait d'un ancien élève délinquant décidé de faire peur à tout le monde. Les précisions avec Yasset Rezotanon, Cyril Ngomba. Les photos circulent sur les réseaux sociaux. Sur celles-ci, l'on peut voir les traces de sang au sol. Une partie du plafond touchée. Il s'agit de la scène de l'agression perpétrée chez le proviseur du lycée bilingue des Bonnets dans le département du Mungo, région du littoral. D'autres photos le montrent le crâne suturé. L'agresseur, selon les sources, le nommé Mwanjo Pichou, ancien élève qui de jour comme de nuit terrorise l'établissement. À notre arrivée ce matin au lycée bilingue des Bonnets, aucun enseignant ne veut regagner les salles de classe. Une cessation de cours pour que la hiérarchie se penche sur cette question d'insécurité. Et moi-même, je suis assise à Ébonne depuis 2004. Les coups sont perturbés, mais chacun garde espoir pour le retour au calme et la sécurité au lycée bilingue des Bonnets, pris en otage par un délinquant récidiviste. Cela ne feront plus peur après des semaines d'enquête. Les éléments du commissariat de Djamboutou, avec l'appui des éléments de l'ESIR de Garoua, sont parvenus à mettre hors d'état de nuire les membres d'un gang de malfaiteurs spécialisés dans les agressions à main armée et vol dans la ville de Garoua. Les détails avec Lil Pidjou, Aïssatou Bouba. 6 présumés malfrats aux arrêts depuis ce matin à Garoua. Ce gang était spécialisé dans les agressions à main armée et vol de motos dans la région du Nord. Ces présumés malfrats sont également accusés d'avoir assassiné le nommé Zenkom Richard dans la nuit du 4 au 5 septembre 2019 au lieu dit Uleri, alors que ce dernier rentrait chez lui au quartier Djamboutou. Difficile. La perte d'un collaborateur dans des circonstances aussi tragiques, ce sont des événements qui n'arrivent pas très souvent. Et nous avons appelé de tous nos voeux que justice soit rendue et nous sommes réconfortés. Ces jeunes âgés entre 19 et 23 ans, membres de ce gang, ont été officiellement présentés aux hommes de médias ce jour et le sous-préfet de Garoua Premier vivement salué pour la lutte contre l'insécurité. Hier, l'Uléris sur le coton, la route qui sort au bouton là où c'est noir. Ils ont donc tendu dans l'embuscade là. C'est comme ça qu'ils voient M. Zé sortir de la ville, passer à vive allure. Ils ont donc pris en filature. Et au niveau, juste après le dos d'âne là, ils l'ont serré, ils l'ont bousculé. Je félicite ici la collaboration entre tous les services. Vous avez suivi comment ça prend du temps pour remonter toute la filière, pour filer tous ces enfants-là
qui sont allés en indélicatesse avec la justice. Ça prend du temps. Donc c'est l'appel que je donne aux populations de faire confiance à la justice. Les populations de la région du Nord sont appelées à toujours collaborer avec les forces de maintien de l'ordre pour lutter efficacement contre le grand banditisme et la criminalité dans cette partie du pays. La région de l'Est a accueilli le 22 octobre le ministre de l'administration territoriale pour le lancement officiel de la cérémonie de rapatriement volontaire de près de 4000 réfugiés centrafricains déplacés depuis décembre 2012 à cause des massacres perpétrés par les rebelles de la Séléka et des représailles des anti-Balaka. Une première vague de 350 réfugiés basés à Gado-Badjere souhaite vivement retrouver la terre centrafricaine. Paul Atangandi, qui présidera la cérémonie, a été accueilli aux portes de la ville par toutes les autorités de la région. Il s'exprime au micro de Yanis Kamga et Kizito Koumaï. Départ volontaire des réfugiés centrafricains au Cameroun, il y a environ 380 réfugiés centrafricains. Nous allons commencer demain par Gado-Badjere et il y a environ 4000 réfugiés qui ont opté volontairement de partir. Donc nous allons commencer demain, je crois qu'il y a environ 500, il y a Gado-Badjere, il y a Lobo, ainsi de suite. Mais avant la fin de l'année, il y a 4000 qui vont partir. Mais nous insistons sur le principe de départ volontaire. C'est des conventions internationales. Et vous savez que le président Paul Biya a encadré ces réfugiés pendant longtemps avant que nous n'ayons un soutien de la part de nos partenaires. Donc nous allons voir comment ça va se dérouler. Tout est bien qui finit bien. Je crois qu'ils ont été bien accueillis au Cameroun. Le moment est venu de partir et nous sommes venus les encadrer, n'est-ce pas, les accompagner dans le strict respect des principes édictés par le président Paul Biya qui nous a donné le mandat, qui nous a donné le plein pouvoir de signer l'accord tripartite. Parlons maintenant de santé. 50% d'enfants nourris exclusivement au lait maternel avant 2025. C'est l'objectif à atteindre par le Cameroun tel que recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Le temps de la semaine camerounaise de l'allaitement maternel lancé par le ministre de la Santé publique présente les bienfaits de l'allaitement maternel. Il a été exalté tout aussi parce qu'il permet de sauver 800 000 vies et éviter 28 000 décès maternels dus au cancer du sein chaque année dans notre pays. D'autres précisions avec Delphine Fonkoutene et Luc Vendon. Un acte d'une importance capitale. L'enfant allaité au lait maternel est fort et intelligent. Témoignage d'un connaisseur. Moi-même, j'ai été allaité jusqu'à l'âge de 4 ans. Les seins de ma mère ne sont pas tombés. Elle est restée belle jusqu'aujourd'hui. À bon entendeur, jeune maman, le lait maternel est nécessaire pour la survie de bébé et la santé de la mère. Protège la mère contre le cancer de l'ovaire et le cancer du sein. Cette dame, comme de nombreuses jeunes mamans, sont sensibilisées chaque jour à la pratique de l'allaitement maternel au centre mère et enfant de la Fondation Chantal Biya, hôpital pédiatrique le plus fréquenté au Cameroun. Le jeudi est d'ailleurs un jour spécial ici. Le jeudi est consacré à l'allaitement maternel avec un soutien personnalisé aux plus jeunes des mamans et aux moins expérimentées. Les bienfaits de l'allaitement maternel vantés à Yaoundé à l'occasion de la toute première semaine de l'allaitement maternel. Les activités officiellement lancées par le ministre de la Santé publique ce 22 octobre sont le prétexte pour autonomiser les parents en vue de faciliter l'allaitement maternel. Des activités qui permettront d'améliorer le taux d'allaitement maternel exclusif des enfants de 0 à 6 mois qui était de 40% en 2018. Toujours est-il qu'un enfant nourri au lait maternel se démarque même à travers ses pas de danse. L'amélioration du standard de vie des populations est au cœur de ses préoccupations. Elle, c'est l'économie sociale, célébrant sa 4e journée à partir du 24 octobre prochain. En prélude à ce grand rendez-vous, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises donne un point de presse sur l'importance de l'économie sociale, une notion pas toujours comprise de tous. De quoi s'agit-il donc?
Élément de réponse avec Maëva Nonga, Serge Alain Zébou. Si l'économie classique est connue comme fondamentalement capitaliste, avec au cœur de ce système des entrepreneurs en quête perpétuelle de profit, l'économie sociale, elle, se préoccupe plutôt de l'amélioration des conditions de vie de l'homme. Une forme d'économie qui se traduit par une gestion transparente et démocratique des structures sur lesquelles elle repose. Toutes ces structures que j'ai évoquées, que l'on soit une ONG, que l'on soit une association, que l'on soit une fondation, que l'on soit un GIC, il y a un mode de gestion démocratique et transparent qui est à la base du fonctionnement de ces différentes structures. L'économie sociale, c'est également des projets à caractère social, mis sur pied en vue de renforcer la dynamique de lutte contre la pauvreté. Tous les projets qui se développent dans le cadre de l'économie sociale ont d'abord une finalité purement sociale, dans le sens justement de l'amélioration des standards de vie des populations. Pendant 3 jours, à compter du 29 octobre prochain, les acteurs de l'économie réunis au Palais des Congrès de Yaoundé vont réfléchir sur les modalités à travers lesquelles l'économie sociale sera définie. Nous permettrons à tous les acteurs de l'économie sociale camerounais qui viendront des 10 régions de présenter leur savoir-faire, de présenter leur créativité, mais également de renseigner les uns et les autres sur ce que sont leurs attentes. La 4e journée de l'économie sociale est axée autour du thème « L'économie sociale au cœur du développement inclusif au Cameroun ». Parlons maintenant de l'environnement, particulièrement de la protection de la couche d'ozone. Les substances utilisées dans la fabrication des climatiseurs et des réfrigérateurs constituent des éléments nocifs. Pour contrôler et limiter l'entrée des dits produits dans nos espaces, les représentants des services des douanes des 12 pays d'Afrique francophone sont en conclave depuis ce matin à Yaoundé. Il est question d'échanger des informations et de discuter des mesures pour renforcer l'application du système de licence sur le commerce de ces substances. Les précisions avec Brand Kamga, Samuel Bonis. La climatisation, l'extincteur ou le réfrigérateur, des produits pour le confort de l'homme, mais dont les substances appauvrissent parfois la couche d'ozone. Nous avons certaines marchandises, par exemple les produits de seconde main, qui sont des produits susceptibles de polluer et de travailler dans la diminution de la couche d'ozone. Sans interdire leur utilisation, en empêchant le transit non autorisé, il faut les contrôler afin de limiter leur impact sur la dégradation du filtre naturel des rayons ultraviolets. On va les contrôler, on va former aussi les techniciens qui travaillent avec les équipements qui fonctionnent avec ces substances pour que, au moment de l'entretien, qu'ils ne vous demandent pas de jeter, qu'ils puissent récupérer les substances qui sont dans ces équipements, faire l'intervention qu'il faille et maintenant remettre la substance. Parce que la substance est nocive uniquement quand elle est rejetée dans l'atmosphère. Pour échanger les informations et convenir des mesures afin de renforcer l'application du système de licence sur le commerce des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, les représentants de 12 pays d'Afrique francophone tiennent un dialogue parallèle associé à un atelier de jumelage depuis ce 23 octobre à Yaoundé. Il s'agit de limiter ou d'éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Parce que nous savons très bien que si la zone n'est pas protégée, nous sommes en danger nous aussi, avec beaucoup de maladies qui pourraient nous survenir. Une initiative du ministère camerounais de l'Environnement en partenariat avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. La rencontre de 2 jours s'appuiera également sur la Convention de Vienne et le protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone. La ronde de la prise de fonction des nouveaux préfets continue. Marie-Silla Vongo est désormais aux commandes de l'Anvila, un département à la croisée des chemins. L'administrateur civil principal a reçu pour principale mission d'arrêter toute velléité de mise à mal du vivre ensemble. Le gouverneur de cette région, Félix Ngelengele, demande de prendre les récents événements de Sarmilima comme cas d'école. Reportage Ambras Fogué.
is your new senior digital officer. Le département de l'Anville, 8 arrondissements, un peu plus de 200 000 habitants autochtones, Béné, Fang, Fong et Boulou, cohabitant avec des natifs d'autres régions sur 11 626 km². Le préfet doit demeurer lucide et ferme, car l'Anville qui l'accueille veut juguler les concussions dans les choix des chefs traditionnels, la gestion des ordures ménagères, les litiges fonciers, l'addiction aux stupéfiants, l'enclavement des bassins de production agricoles, la crise entre factions de l'église presbytérienne camerounaise, des cambriolages dans des services publics et la liste est longue. Tâchez donc de faire en sorte que toutes les communautés vivant dans votre département se sentent chez elles sans marginalisation, ni stigmatisation ou discrimination. Les derniers événements de Saint-Malima doivent chaque fois vous inspirer. Et surtout, Monsieur le Préfet, essayez de dissiper la frilosité et les tentatives de contagion causées par la vague d'hostilité à l'égard des populations non autochtones, notamment à Ebolova et en Bangan. Marie-Céline Vogo, 49 ans, administrateur civil principal et doctorant PhD, a le profil de l'emploi et n'a besoin que d'un plan stratégique opérationnel. Je voudrais plutôt placer mon magistère sous le règne d'une administration préfectorale citoyenne où l'administration doit jouer son rôle en étroite liaison avec les populations et nous pensons que c'est en cela aussi l'apprentissage de la décentralisation à laquelle nous allons les conduire. En tout cas, s'il y a des choses dont on est sûr, c'est que le nouveau préfet de l'Anville est très respectueux des autorités religieuses et traditionnelles. Le nouveau préfet du département du Nion-et-Foumou est en poste. Ernest Samuel Christian Ebele a officiellement pris fonction hier au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du Centre. Sécurité, développement et encadrement des populations sont là les trois préoccupations essentielles à lui assigner par la hiérarchie. En Longuefac, Bertrand Tassé pour les précisions. Voici votre préfet. Ça s'appelle la prise de commandement. Ernest Samuel Christian Ebele prend ici les commandes du département du Nion-et-Foumou. À la place de fête d'Akonolinga, un monde fou pour l'accueillir. Population, chefs traditionnels, élite, autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre. Le Nion-et-Foumou est un département pas comme les autres. C'est un département stratégique qui a besoin de développement. Il manque de routes. Il y a toujours la coupure de courant. Il manque d'eau. Il manque des infrastructures basiques dans ce Nion-et-Foumou. Donc le préfet qui entre doit travailler, doit œuvrer aux côtés des élites pour pouvoir donc développer ces départements qui produisent beaucoup de nourriture et de produits entiers. Engagement pris par le nouveau préfet. Il compte sur les forces vives, les populations entières et les magistrats municipaux pour mener à bien cette tâche ô combien exaltante. En retour, ceux-ci attendent beaucoup de lui. Nous attendons de monsieur le préfet, n'est-ce pas, une assistance, un accompagnement des conseils, tel que l'a bien dit monsieur le gouverneur, auprès des municipalités, et à ce que, également, à la veille des séances, que tout se passe bien pour qu'il n'y ait pas de déchirure dans nos communautés et pour promouvoir l'ensemble dans nos communautés. Le nouveau préfet, administrateur civil principal, vient du département du Ndiamaré, à l'extrême nord Cameroun. Il remplace Théophile Bayero Alim, appelé à d'autres fonctions. Un cri de désespoir plus marquant, ça s'est déroulé mardi dernier dans la ville de Bamenda, à genoux et au bord des larmes. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de la ville de Bamenda a supplié les groupes armés de mettre un terme au cycle de violence. Un moment de forte émotion alors que le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, présidait à la cérémonie d'installation du préfet de la Mézam. Reportage, Monique Naoussi, Annie Conis.
Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Donatien est officiellement installé comme préfet du département du Konki. La cérémonie présidée par le gouverneur de l'Ouest a appelé le préfet à plus de rigueur et de professionnalisme pour le bien des populations. Reportage Junior Issa. Sur la place des fêtes de la préfecture de Pété Badjoun, Donatien est officiellement installé comme nouveau préfet du département du Konki. Il remplace à ce poste Antoine Zongo, qui a passé cette année à la tête de ce département. Tout d'abord, c'est pour remercier Madame Zongo, préfet Santane, qui a fait un travail formidable ici pendant son septennat ici dans le Konki. Nous la souhaitons bon vent et bonne chance dans la Mefou à Kono. Pour le nouveau préfet, nous lui souhaitons la bienvenue. Antoine Zongo, qui quitte la tête de cette préfecture, est fortement acclamé par la population et l'élite. Ses nombreuses réalisations sont citées et saluées. Nous sommes satisfaits en tout point de son bilan. Nous avons œuvré pour le développement multiforme de ce département. Au préfet qui arrive, nous lui souhaitons la bienvenue. Nous jouissons surtout de sa riche expérience et fort de cette expérience, nous sommes sûrs que le nouveau préfet sera à la hauteur des attentes de l'ensemble des populations de Konki pour faire en sorte que toutes ces populations trouvent une oreille attentive auprès de lui. L'émission entamée par Antoine Zongo, qui est désormais muté dans le département de la Mefou à Kono, région du centre, seront poursuivies par son remplaçant, Donatien, ancien préfet du Mbamekim. En culture, dans le cadre de la première édition du Ruina Festival A au Cameroun, plusieurs mordus de la peinture ont participé hier au lieu d'Imbam Gallery à Douala à une importante séance de vernissage. Les peintres Billy Bichoka, Maurice Poufana, Jean-Michel Dissaquet et Jean-David Kontam ont présenté leur tableau au public au micro de Junior Hussein. Je vous propose d'écouter à cet effet le directeur artistique du festival. Demain, nous aurons un vernissage à l'espace Douala qui accueille le travail d'un plasticien qui s'appelle Jean-Michel Dissaquet. Jeudi, nous aurons une exposition à l'Institut français qui accueille le travail d'un plasticien absolument talentueux qui proposera une installation dans le cadre du rôle de l'Institut français. Ensuite, nous aurons un finissage, une espèce de moment de partage comme ça. C'est un espace qui s'appelle le Wemara Project qui se trouve à Bonnet-Dali. Hors de nos frontières, le tout premier sommet Russie-Afrique s'ouvre ce jour, 23 octobre, à Sochi. Cette rencontre politique, au cours de laquelle sont attendus 47 dirigeants africains, sera couplée à un forum économique au cours duquel le contrat et partenariat devraient être signés. Les éléments avec les détails d'Erigov Kwacho depuis la Russie. La Russie s'apprête à recevoir toute l'Afrique du 23 au 24 octobre 2019. La ville de Sochi, située au bord de la mer Noire, ayant accueilli les Jeux olympiques d'hiver 2014, affiche déjà les couleurs des pays africains. Le sommet Russie-Afrique est la première rencontre de ce niveau dans l'histoire des relations russo-africaines. 47 chefs d'État africains ainsi que les dirigeants des plus grandes organisations africaines sont attendus. Pour les recevoir, les autorités russes ont placé la ville sous très haute sécurité. Routes bloquées, barrages filtrants. Ici, cet événement est également au cœur des discussions des populations. It's a very good event for Russia and for Africa. Our company working with Africa 2 years. People very glad to see African people in our land. Le sommet Russie-Afrique de Sochi mettra un accent aux perspectives des relations entre la Russie et les pays du continent africain, au développement des échanges dans les domaines politiques, économiques, humanitaires, culturels et un accent particulier sera mis sur la recherche des solutions pour un développement accéléré et cohérent de l'ensemble des coopérations russo-africaines.
Ces 2 jours de travaux se tiendront dans ce bâtiment de la Cité internationale de Sotchi. Soulignons que l'enjeu majeur de ce sommet est d'ouvrir de nouveaux chapitres dans les relations entre la Fédération de Russie et les pays d'Afrique. Enfin, cette rencontre historique devra constituer une plateforme d'échange autour des différents défis actuels dans le monde et la recherche des moyens de renforcer les investissements de la Fédération de Russie sur le continent africain. Fermons ce journal avec cet élément du premier sommet Russie-Afrique. Nous vous souhaitons de passer un très bel après-midi. Au revoir et à demain, s'il plaît à Dieu.